Je suis ravi de m'entretenir avec vous, David. C'est vrai que des marquages cutanés sont nombreux, depuis les décalcomanies de l'enfance jusqu'aux brûlures que se font certains, jusqu'aux automutilations, en passant par le tatouage, par les scarifications, par le piercing, par le branding. Chacune a une signification particulière, mais tout ont en commun un domaine, c'est la peau. La peau qui est une matière d'expression volontaire de soi, une matière d'écriture de soi, dont nous allons parler durant ces jours, puisqu'il va y avoir une session tatouage à laquelle vous auriez pu et largement participer, mais vos obligations vous entraînent d'ailleurs. Donc merci, parce que là, avec vous aujourd'hui, on aurait pu y aller en douceur, commencer crescendo, gentiment. Non, on l'a pas du tout. On va rentrer dans le vif d'un sujet douloureux, comme par effraction, puisque j'aimerais que nous parlions autour des scarifications, avec peut-être le projet de parler, est-ce que ça fonctionne? Ah, ça, c'est pour vous montrer. Oui, donc, le livre Cicatrices, qui est sur les tables de la librairie Soramps, qui est là, oppose, je vous encourage à aller voir la table de Soramps, vous pourrez acheter des livres, vous pourrez, au moment des pauses, avoir ce rapport privilégié avec tous les conférenciers et auteurs de livres qui sont là et qui échangeront avec vous, et il y a également une table de dédicace à laquelle vous pourrez avoir une dédicace des ouvrages que vous aurez achetés. Donc ce que j'aimerais bien, David, c'est que nous parlions d'abord des scarifications de l'adolescence, qui sont nombreuses. Je crois avoir lu que, en fonction des séries, 5 à 10% des jeunes passaient par les scarifications dans leur traversée de l'adolescence. Parler ensuite des scarifications en milieu carcéral, car là elles sont très, très nombreuses. Parler enfin du body art, ce sont les deux domaines dans lesquels finalement la peau est le souffre-douleur de la psyché, mais entre les deux quand même, dire un mot des scarifications tribales, rituelles, et terminer sur les cicatrices, puisque votre actualité vous porte aujourd'hui là-dessus ô combien. Donc je voudrais savoir, quelles sont les fonctions d'une scarification? Est-ce un langage? Est-ce un acte de maîtrise ou est-ce une adresse à l'autre? Alors, merci infiniment, Jacques, de votre fidélité. Je crois que la première fois que je suis venu, c'était sur la question du visage. C'était l'une des premières. La première. Alors, c'est formidable de se retrouver à nouveau ici à Montpellier. Merci à toutes et à tous de nous écouter. Alors, donc, en fait, les scarifications, c'est tout ça. C'est un langage, c'est une manière aussi de lutter contre une souffrance. C'est le paradoxe de se faire mal, mais pour avoir moins mal, s'agissant en tous les cas de l'adolescence. Je me souviens, j'ai souvent cité en tous les cas cette adolescente qui me disait un jour « Je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal à mon cœur ». Et je crois d'ailleurs qu'elle dit tout en une phrase absolument fulgurante. Le paradoxe là des scarifications, c'est une douleur opposée à une souffrance. Mais évidemment, il faut aussi rappeler que dans toute douleur, il y a une somme de souffrance plus ou moins grande. Et là où la souffrance est flamboyante, c'est évidemment lorsque la douleur, entre guillemets, est subie, c'est-à-dire dans le contexte de la maladie, des séquelles d'un accident ou autre. Je dois dire d'ailleurs que pour moi, la notion de douleur n'existe pas. Seule existe la souffrance. Douleur, c'est le vocabulaire médical. Souffrance, c'est le vocabulaire de la personne qui la ressent. En termes phénoménologiques, ce serait plus juste de parler de souffrance et d'indiquer qu'il y a une somme de souffrance qui peut être infiniment variable. Donc là, lorsque la douleur est subie, la souffrance est massive, mais évidemment, la douleur peut être choisie, comme dans le sport, dans le body art, dans les pratiques de suspension, etc. Voilà, où là, les personnes, que si vous les interrogez, elles vont vous dire « oui, ça fait mal ». Mais ça va, c'est nécessaire. Regardez l'alpinisme, par exemple. Les récits d'alpinistes sont souvent assez terrifiants en termes justement de douleur, mais en même temps, l'alpiniste va recommencer un autre 8000 dans des conditions aussi redoutables. Et puis, il y a le paradoxe de la douleur consentie, entre guillemets. Et elle n'est pas choisie, évidemment, comme... je parle des ados maintenant, donc de la souffrance, du mal de vivre des ados. Elle n'est pas... C'est une douleur paradoxale, qui est acceptée, qui est tolérée par l'adolescente, qui va jouer la douleur
qu'elle décide contre une souffrance qui est dans la vie. La souffrance, par exemple, de l'inceste, des abus sexuels, d'un manque d'amour, du harcèlement à l'école. Enfin, il y a beaucoup de raisons, évidemment. Mais en amont, en tous les cas, il y a une souffrance, un porte-à-faux avec l'existence qui va être contrôlé par un recours au corps. Donc, je vais me faire mal, mais dans une forme d'homéopathie symbolique pour avoir moins mal ailleurs dans ma vie. Ou en tous les cas, pour contrôler un moment, puisque malheureusement, évidemment, souvent, il faut recommencer. Il y a quelque chose souvent un peu addictif dans les scarifications, parce que ça marche aussi, il faut le dire. Je rappelle d'ailleurs qu'une adolescente qui recourt aux scarifications n'a pas encore trouvé d'adulte qui lui donne le goût de grandir ou qui lui donne le désir d'arrêter de se scarifier. C'est vraiment le dernier recours. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger, comme je l'ai vu au début de mes enquêtes il y a quelques années, où il y avait énormément de jugements moraux, péjoratifs. Toi, t'es jeune, t'es belle, même des mesures violentes, par exemple des adolescentes qui étaient à l'hôpital pour se faire recoudre parce qu'elles s'étaient vraiment entaillées très fort. Et on me rapportait que des infirmières ou des médecins les emmenaient dans le pavillon des cancéreux pour dire « Là, tu vois, c'est ça la souffrance ». Voilà, manière de donner des leçons absolument minables, mais qui ne peuvent qu'encourager l'adolescente à se sentir, penser que personne ne peut la comprendre, etc. Donc ne jamais juger, mais comprendre, mais ça c'est évidemment un principe fondamental de l'anthropologie, enfin des sciences humaines et sociales. On n'est pas là pour donner des leçons aux gens ou pour leur dire comment vivre, mais plutôt pour comprendre quels sont ces recours qui peuvent être paradoxaux. Voilà, puis pour terminer en 2 mots sur la douleur, il y a aussi la douleur évidemment du masochisme qui est érotisé, qui produit l'orgasme, et puis et puis la douleur aussi chronique qui peut être une manière de reprendre en main dans son histoire personnelle des souffrances d'enfance qui n'ont jamais été entendues et qui viennent se chroniciser plus tard, après la crise de la moitié de la vie, comme disent les Anglais, et qui va donc donner une raison de vivre d'une certaine manière et qui va être un cri, une sorte de cri qui jaillit 20, 30, 40, 50 ans après d'inceste, de viol, de souffrances énormes. Donc il y a un langage de la douleur. Mais bon, revenons aux scarifications. Il y a aussi un langage évidemment des scarifications qui peuvent être choisis dans un contexte traditionnel, communautaire. Et là, évidemment, ce sont des marques d'appartenance qui sont infligées aux jeunes sous le regard de toute la communauté, hein, qui voit, et puis avec également souvent une démonstration surtout du côté des hommes, de virilité, quoi. Enfin, c'est nous qui parlons comme ça, parce que c'est pas du tout le vocabulaire indigène, autochtone, mais nous on peut voir ces formes-là comme des rites de virilisation, notamment dans des sociétés un peu guerrières, où il faut absolument que les hommes montrent leur courage. Durkheim d'ailleurs, Émile Durkheim disait que les rites d'initiation étaient des écoles de morale sociale aussi, donc une manière de montrer à la communauté qu'on est à la hauteur, qu'on est digne de ses ancêtres et du monde qui vient, des enfants qu'on aura, etc. Donc là, les marques, les scarifications ont sont une forme d'intégration à l'intérieur du groupe, une manière de vous relier aussi à une parenté, à des clans, et puis avec un langage. Oui, ce serait donc là dans ce cas d'espèce, un rite de passage. Ah oui, complètement. Oui, là, ce sont des rites de passage, avec évidemment une volonté d'esthétisation quand même si la notion de beauté, elle est quand même aussi très occidentale d'une certaine manière. Mais on peut penser qu'effectivement, Lévi-Strauss évoque quand même la dimension très érotique et la beauté aussi des tatouages Cadouveo, par exemple. Mais en même temps, c'est nous qui sommes plutôt des obsédés de la beauté. Quand on lit les ethnologues, on voit que la beauté, elle est plutôt, c'est plus une catégorie occidentale, même si elle est sans doute vécue, mais de façon plus intuitive. Je sais pas comment dire. Là, il manque des mots, évidemment. On est un peu prisonnier de la langue. On est beaucoup plus pensé on est même complètement pensé par la langue, bien plutôt qu'on ne pense à travers elle. Donc là, la langue permet mal parfois d'accéder à des significations comme ça qui relèvent un peu d'un inconscient social ou en tous les cas d'un indicible. Voilà. Oui. Et vous écrivez que pour ces jeunes adolescents qui sont en souffrance, oui, la scarification est une butée symbolique. Oui.
Vous pouvez me détailler ça? D'abord, j'ai toujours récusé le terme d'automutilation, qu'on voit souvent, notamment dans le domaine de la psychiatrie. Pour moi, les scarifications n'ont strictement rien à voir avec l'automutilation, qui est parfaitement décrite d'un point de vue médical, comme l'altération d'une fonction ou la mutilation d'un organe ou autre. Bon, nos ados bien ordinaires, entre guillemets, qui sont sans doute des milliers en ce moment à Montpellier. Non, il y a l'école, mais en tous les cas, en sortant de l'école, il y aura des milliers sans doute qui vont se scarifier, ne s'automutilent pas, heureusement. Au pire, restent des cicatrices. Et c'était d'ailleurs l'un des points de départ de mon livre. C'était pas le seul, en tous les cas. Mais j'avais été évidemment très ému par le fait que des adolescentes me disaient, quand je vois les cicatrices de mes cicatrisations, ça me rappelle des moments vraiment dégueulasses de ma vie. J'avais beaucoup souffert, j'en avais marre. Je veux supprimer ça, je ne veux plus avoir ça sous les yeux. Donc ce sont des filles qui vont recourir à des dermatologues pour l'effacement de leurs cicatrices. Essayer d'oublier, entre guillemets, de refouler, peut-être, diraient certains, refouler une part de leur histoire qui a été un peu mutilée. Mais d'autres me disaient à l'inverse, quand je vois mes cicatrices, je me dis, j'ai été capable de surmonter des moments très durs dans ma vie, ça veut dire que j'ai cette force en moi et que je vais pouvoir affronter l'adversité qui est encore aujourd'hui devant moi. Donc là, à ce moment-là, on peut dire que les cicatrices sont une sorte de trophée, de trophée arraché à la mort, arraché symboliquement, en tous les cas à la mort, qui est une manière, une sorte de bouclier symbolique, qui est un rappel pour ces filles, plus rarement ces garçons, qu'elles sont à la hauteur d'affronter leur situation aujourd'hui défavorable. Donc les cicatrices sont un peu des tests projectifs. Voilà. Et c'est un signe de volonté de vivre, finalement. Ah oui, profondément. D'ailleurs, dans les enquêtes que j'ai menées, beaucoup me disaient explicitement, si je n'avais pas eu les scarifications, je me serais tué. Je ne serais plus là aujourd'hui. J'ai souvent, et d'ailleurs dans La peau et la trace, j'analyse les scarifications comme des techniques de survie, volontairement. Je savais que j'allais incommoder un certain nombre de psychanalystes, notamment, qui ont une fâcheuse tendance à pathologiser souvent, pas tous, mais en tous les cas bon nombre d'entre eux. Puis évidemment, les psychiatres souvent encore plus. Voilà. Mais pour moi, c'était effectivement des techniques de survie étayées par des témoignages de ces jeunes qui me disaient, voilà, une jeune Belge m'avait dit, il y avait une quarantaine d'années, une vingtaine d'années plus tard, elle m'avait dit, c'est grâce à mes scarifications que j'ai pu ne pas vouloir mourir. Enfin, elle le disait un tout petit peu, la phrase me revient pas explicitement, mais c'était un peu ça. Elle était parfaitement lucide. Et l'opposition, que ce soit un langage, il y a évidemment le langage manifeste et le langage peut-être un peu plus inconscient, mais je me suis toujours opposé aux psychanalystes. J'utilise beaucoup la psychanalyse. J'ai l'air tout d'un coup d'être un critique de la psychanalyse, alors que je suis un immense lecteur de Didier Anzieux, de Winnicott et de plein d'autres. Mais en tous les cas, je me rappelle de débats que j'ai pu avoir avec des psychanalystes un peu rigides, rigoristes, qui me disaient « mais c'est des passages à l'acte ». Pour moi, ça n'a rien à voir avec le passage à l'acte. Quand on aborde la question des attaques au corps avec nos jeunes, ils sont parfaitement capables de théoriser. Pourquoi ils le font, à quel moment ils le font, les entailles, à quelle profondeur ils vont, etc. etc. Donc j'ai plutôt parlé d'actes de passage. J'ai renversé les choses pour rappeler que dans l'ensemble de ce que la santé publique appelle les conduites à risque, on a affaire à des jeunes qui sont des acteurs. Pour moi, c'est fondamental. Il ne faut pas déposséder le jeune de son mal de vivre, de ses symptômes, etc. Il sait ce qu'il fait dans son anorexie, dans ses attaques au corps, sa vitesse sur la route, la violence, l'alcoolisation ou autre. C'est un acteur. Il n'est pas dépossédé d'un jugement sur lui-même. Et puis, acte de passage. Évidemment, je jouais un petit peu avec les mots, rite de passage. Mais en tous les cas, passage du courant, du fleuve, avec son courant très fort, réussir à franchir l'autre rive, pour reprendre son souffle. Et c'est ça la puissance des attaques au corps quand elles sont décidées, c'est que le jeune respire à nouveau, reprend son souffle, redevient acteur lucide du coup de son existence, loin d'être un acte de passage, un passage à l'acte, je veux dire, qui serait une sorte de court-circuit de l'inconscient où le jeune ne sait pas très bien ce qu'il fait, le malheureux, etc. Non, faut... Et est-ce une adresse à lui-même, une adresse aux autres, oui. Ou est-ce quelque chose de très intime ?
Oh, il y a tout ça à la fois. En fait, la plupart des actions humaines, je veux dire, sont polysémiques, évidemment. Donc, il y a effectivement quelque chose qui ne s'adresse qu'à soi, de toute façon, une pratique de soulagement, une pratique de respiration, échapper aussi à cette espèce de transe de la souffrance, hein, parce que le moment où le jeune s'entaille, c'est par la remémoration de l'inceste, d'un viol, de la remémoration d'une mère qui méprise, etc. Donc, il y a tout d'un coup une sorte d'emportement et il faut casser, il faut briser ça. Donc, il faut un cran d'arrêt, on peut dire, en jouant un peu avec les mots, et en effet le jeune revient à lui-même, donc il y a quelque chose qui renvoie à lui, et en même temps il peut y avoir un langage au sens plus social, mais comme pour le tatouage d'ailleurs, où va s'inscrire l'attaque au corps. Donc et puis devant qui on va la faire aussi, évidemment. Parce que là, dans mes recherches, il m'a semblé que les garçons, par exemple, avaient davantage besoin d'un public. C'était une manière des garçons en échec qui montrent qu'ils en ont, entre guillemets. Hein. Voilà. Ils sont pas. Il y a une volonté de virilité qui peut paraître complètement dérisoire, comme je citais l'exemple de ce garçon dans les Vosges qui est raillé par ses copains parce qu'il a échoué, je ne sais où. Le voilà qui grimpe sur la table du café, qui prise un goulot de bouteille, qui s'arrache son t-shirt et qui va se scarifier la poitrine et qui dit à ses copains « je vous baise tous ». Voilà, une manière absolument dérisoire, grotesque, mais en même temps d'afficher qu'il en a, entre guillemets. Voilà, il n'est pas... et ça, pour moi, c'est assez typiquement du côté des garçons. Ou autre exemple, dans des groupes, dans des bandes, c'est une de mes anciennes doctorantes à Tunis, qui observait des bandes de garçons, et notamment l'une d'entre elles où le chef de bande s'entaillait avant de retrouver ses ouailles, et avec sa main qui dégoulinante de sang, etc. Et il terrorisait absolument, parce que son groupe se disait, si jamais il se fait ça à lui, qu'est-ce qu'il va nous faire si jamais on n'est pas d'accord avec lui? Voilà, bon, là, on est du côté du viril, avec là un langage absolument explicite, sans dilemme, etc. Du côté des filles, c'est plus ambigu, parce que il peut y avoir quelque chose de très secret, donc des attaques sur des points du corps qui sont invisibles pour tout le monde les ignore, même leurs parents, leurs meilleurs amis, etc. Mais il y en a d'autres, en revanche, et c'est là où il faut effectivement être très attentif, chacun de nous en tant que personne adulte. Une adolescente qui s'entaille, je sais pas, les poignets et qui relève la manche de son t-shirt et qui va à l'école comme ça, il est évident qu'elle en appelle. Il y a un acting out, comme disent les lacaniens. Il y a un appel à l'aide. Regardez la souffrance qui est la mienne. Et on comprend que le pire dans tout ça, ce serait de l'engueuler, de lui dire « mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as vu, t'es belle, t'es jeune, etc. » Non, il faut plutôt dire « mais quelle est l'immense souffrance qui t'amène à abîmer ton corps de cette manière-là » Va voir l'infirmière scolaire, ou je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, trouver un recours de compréhension, d'accueil, une parole bienveillante et pas du tout un jugement moral qui est terrifiant. Alors, on a vu, à travers ce que vous nous avez dit, des sens de ces scarifications. Alors, il y a parfois des scarifications pour montrer une rupture avec les parents. Il y a parfois des scarifications pour ancrer une histoire d'amour qui commence à ficher le camp pour essayer de... Chantage, de retenir l'autre. Voilà. Mais j'aurais voulu qu'on s'arrête 2 minutes sur ces scarifications que l'on voit très souvent chez des jeunes qui ont été l'objet d'abus sexuels. Est-ce qu'il y a là un sentiment de se punir d'avoir été ce corps appelant la violence sexuelle contre soi? Parce que nous, on les voit comme victimes, mais très souvent, ces jeunes victimes d'abus sexuels culpabilisent en se disant « je dois y être pour quelque chose ». Et est-ce qu'ils se mortifient par là ? Alors là aussi, c'est polysémique. On ne peut pas... Dans les scarifications, vous avez un enchevêtrement, comme dans le tatouage d'ailleurs, ou le piercing, vous avez un enchevêtrement de signification. Il ne faut pas dire « c'est pour ça ». Parce qu'il y a ça, et encore ça, et encore ça. C'est un peu le bégaiement de l'analyse, d'une certaine manière, plutôt que le ou bien. Non. Donc, il y a effectivement, dans les témoignages que j'ai recueillis, il y a beaucoup d'ados qui vous disent, en effet, je voulais punir ce sale corps, etc. C'est pas du tout que ces
filles se soient exposées délibérément à l'agression, mais par contre, elles savent que leur corps, leur séduction, leur jeunesse, etc., leur a valu ce harcèlement, cette violence, etc. Non, effectivement, il peut y avoir une dimension de punition, entre guillemets, du corps. Mais au-delà, d'un point de vue sans doute plus anthropologique, j'y vois un rite de purification. Parce que le propos qui revient dans la parole de ces jeunes, c'est quand je fais couler mon sang, je fais couler le pu qui est en moi, je fais couler la pourriture, la saleté, la merde qui est en moi. Il y a un sentiment de souillure extrêmement violent, extrêmement fort qui saisit ces jeunes. Et je pense que le fait de faire couler le sang est un rite de purification intime, inconscient, parce que l'ado ne se dit pas ça, évidemment. Là, c'est un regard un peu surplombant que j'ai à l'instant. Mais à mon avis, je crois que c'est très fort. Une quête de pureté, une quête d'innocence, et puis surtout faire sortir l'impureté, faire sortir que l'impureté s'écoule et retrouver un moment le soulagement, le calme, peut-être pour quelques heures, pour quelques jours, quelques semaines, ça dépend. Un acte symbolique fort mais chargé de signification. Oui, voilà. En plus, avec tout ce que je disais tout à l'heure, de reprise en main d'une histoire qui échappe, contrôler son corps à défaut de contrôler les événements du monde extérieur, se faire mal pour avoir moins mal. Enfin, c'est tout cet enchevêtrement-là de signification qu'il faut prendre en compte. Oui, montrer qu'on a la main sur son corps, on le gère. Voilà. Et en milieu carcéral, c'est vécu comme quoi? Comme un acte de transgression? Parce que c'est très fréquent dans ce milieu-là. Oui, c'est très fréquent. Mais là aussi, c'est extrêmement polysémique. Parce qu'on peut dire que le détenu, la seule forme de liberté qui lui reste, c'est son corps. Il n'a plus de... Sa temporalité lui est arrachée, son espace lui est arraché. Il vit dans une sensorialité extrêmement déplaisante, avec des mauvaises odeurs, avec du bruit absolument permanent, etc. Bon. Donc, sa seule marge de liberté, c'est son corps. Et c'est souvent revendiqué comme tel par un certain nombre de détenus qui vont en effet s'entailler ou se brûler ou avaler tout un tas de choses. Mais il y a aussi la dimension le mot chantage est vraiment trop fort, mais essayer de faire pression. Le terme, voilà, pour éviter le jugement de valeur. Justement, dans le chantage, il y a un jugement de valeur qui me déplaît profondément. Oui. Et puis là aussi, on n'est pas là pour juger. Voilà. En tous les cas, c'est un moyen de pression sur les juges, par exemple, parce que les procès sont trop longs à arriver, parce que on veut changer d'avocat ou je ne sais pas quoi. Les blessures délibérées sont une manière de faire pression donc, sur l'institution. Pour changer de cellule, avec des détenus qui sont déplaisants, qui peuvent être violents, violeurs, etc. Donc, se faire mal, là, du coup, et puis en plus, aller à l'infirmerie. Et l'infirmerie, c'est des moments davantage d'échange, d'amitié, de reconnaissance. C'est un contact physique, corporel qui va être beaucoup plus doux. Et ça, un certain nombre de détenus le disent, en effet. Et puis en plus, parfois, il y a des femmes, il y a des infirmières. Donc, il y a aussi, on dirait bénéfice secondaire, ce qui est aussi un terme péjoratif. Parce que ils ne se disent pas ça forcément. Mais en tous les cas, il y a plein de significations qui jouent. Et puis, très polysémique. Oui, voilà, mais tout est polysémique pour moi dans la condition humaine. Oui. Donc vous avez écrit, je trouve ça très, très beau comme phrase, que la douleur et l'entame remplissent une fonction identitaire et elles sont, on en parlait tout à l'heure, une butée symbolique inscrite à même la peau. Alors, un mot d'escarification tribale, vous en avez dit 2 mots tout à l'heure, donc là c'est un vrai rite de passage, un rite d'intégration. Oui. Et avec ce que l'on appelle, nous, mais qu'ils n'appellent pas comme ça, parce que ce ne sont pas les mêmes cultures, des signes d'embellissement, des marques valorisantes en tout cas. Oui, ce sont des rites d'inclusion. Les marques corporelles sont des signes inclusifs à l'intérieur d'une communauté, alors que nous, le tatouage ou les attaques au corps sont évidemment des signes d'un sentiment d'exclusion, entre guillemets, enfin pour l'escarification. Pour le tatouage, c'est plutôt une volonté, comme le dit presque tout le monde, je me suis réapproprié mon corps, comme si notre corps nous avait échappé auparavant. Il est évident que d'un point de vue sociologique, il est tout autant sous l'emprise du marché, depuis même d'une ambiance sociale qui fait qu'il deviendra sans doute dans les décennies à venir de plus en plus difficile de ne pas être tatoué, parce qu'il y aura un renversement de l'ancien stigmate jusque dans les années 80,
contemporain, où les personnes tatouées étaient en effet des personnes qui étaient rejetées, enfin qui appartenaient plutôt à des milieux populaires, délinquance ou camionneurs, etc. C'était aussi un entre-soi, mais donc très rejeté par le mainstream de la société. On est en train de passer un peu de l'autre côté, où je me dis parfois tout seul, ce qui deviendra de plus en plus transgressif, c'est le corps nu. Quoi, tu n'as aucun tatouage, mais c'est extraordinaire, mais c'est prodigieux. Mais voilà. On est parti pour ça. Parce que... Oui, on se sent un peu maintenant, quand on se promène sur les plages, un peu dans l'exception de... Dois-je me cacher? Oui, et sans doute l'exception érotique, justement, parce que le tatouage a aussi cette dimension très érotique, mais du coup, un corps tout nu, ça paraîtra... choquant. Alors, côté body art, là, j'ai montré Gina Payne, qui a fait beaucoup de choses. Stellark, avec ses suspensions. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi cette intégration dans un mode expressif artistique? Alors, évidemment, quand vous voyez les images des scarifications de Gina Payne, et vous pouvez avoir l'impression que c'est une femme qui fait n'importe quoi, qui se fait mal pour attirer l'attention sur elle ou je ne sais pas quoi, je peux vous dire qu'elle ne souffre pas du tout. J'ai énormément travaillé sur Gina Payne, et je crois que j'ai lu tous les interviews qu'elle a données, je parle à peu près italien, et puis elle a été beaucoup, elle a enseigné au Mans à l'école des Beaux-Arts, elle a beaucoup travaillé en France. Non, quand on l'interroge justement sur sa douleur, Gina Payne dit « Je me mets en condition ». Avant d'arriver pour faire une performance. C'est ce que d'ailleurs j'ai entendu de la bouche des jeunes qui se suspendent aujourd'hui avec des crochets à l'horizontale ou à la verticale, etc. J'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi. Ils me disaient la même chose. Faut se préparer longtemps à l'avance, etc. Bon, c'était Gina Payne et c'était pas des suspensions. Elle préparait. D'ailleurs, c'est quand on voit le schéma de ses performances, c'est incroyablement calibré. Chaque minute est marquée, etc. Et le body art est un langage, évidemment. C'est une autre manière d'interroger le social, d'interroger le rapport au corps, à la sexualité, à la douleur aussi. Voilà. Donc Gina Payne, pour moi, c'est l'une des grandes artistes du XXe siècle. Pour moi, sa performance majeure, c'est évidemment le moment où elle s'est maquillée avec des lames de rasoir. Mais pourquoi ? Pour dénoncer la violence faite aux femmes, de devoir tous les matins, par exemple, se maquiller, passer un long moment devant le miroir, alors que les hommes en sont affranchis. Et Gina Payne voulait montrer que c'est aussi une forme de violence symbolique. Et elle l'a fait en matérialisant finalement cette souffrance. Donc avec sa lame de rasoir, elle s'est soigneusement taillée. Elle n'est pas profondément, je veux dire, ça n'a pas laissé des traces majeures sur son visage, mais c'était magnifique de voir ce sang qui coulait sur son visage et qui disait la souffrance, le cri de beaucoup de femmes qui n'en peuvent plus d'être de cette tyrannie de l'apparence, de cette tyrannie de la beauté. Et je me suis souvent dit qu'en sociologie, ça fait des décennies, depuis Simone de Beauvoir, mais même avant avec Margaret Mead, qu'on dénonce le statut, enfin la domination masculine en tous les cas, mais nos livres font pas forcément énormément de choses, alors que là, du coup, là, ça saute aux yeux, c'est un langage. Bon, et toute performance de body art a du sens aussi de ce point de vue. Oui, mais je comprends très bien, c'est un peu comme le travail d'Orlan, qui est moins agressif, mais qui aussi interroge sur le même plan. Oui. Cependant, là, c'est au niveau du visage, avec Gina Payne, et dans le livre Traces et peau, vous dites quand même à un moment que les scarifications ont toute autre valeur lorsque les gens scarifient le visage, et que là, peut-être, on passe dans un domaine d'exclusion. Est-ce que elle, vous la sortez de ça parce qu'elle est artiste? Ben là, les cicatrices délibérées sur le visage sont extrêmement rares dans nos sociétés, évidemment. C'est plutôt... Ce qui devient stigmate, c'est le passage d'un contexte social à un autre. Je donne des exemples dans mon livre sur les cicatrices de ces jeunes femmes ou de ces jeunes hommes d'Afrique noire qui portent notamment des lignes horizontales sur les joues et qui étaient évidemment extrêmement fiers au moment de leur rite de passage puisque ça signifiait pour eux leur accès à l'âge d'homme, à l'âge de femme, leur possibilité désormais de se marier, d'avoir des enfants, d'assumer des responsabilités à l'intérieur de leur communauté. Mais dès lors que ces garçons ou ces filles vont par exemple faire des études dans les grandes villes avoisinantes, à ce moment-là leur scarification
scarifications changent radicalement de signification dans le regard des autres. Hein. Et à ce moment-là, elles vont être stigmatisées. Et je cite dans le livre le témoignage d'une jeune femme qui dit que quand elle marche, même sur les trottoirs de Dakar ou d'ailleurs, on la regarde avec des yeux effarés, en se disant la malheureuse défigurée. Et elle explique qu'elle ne peut pas sortir avec des hommes ordinaires, entre guillemets, parce qu'ils la considèrent comme dévalorisée, défigurée, etc. Donc elle explique qu'elle ne peut vraiment sortir qu'avec des hommes de la même ethnie qu'elle, qui portent les mêmes signes tribaux. Voilà, parce que ces hommes également sont rejetés par les femmes comme étant des hommes défigurés. Donc on voit que exactement la même cicatrice, la même cicatrice peut avoir des significations absolument opposées. Tout à fait. Mais plutôt par rapport aux scarifications, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce sont des rites de guérison en quelque sorte, qui sont plutôt américains qu'européens, où des femmes, c'est beaucoup dans la mouvance lesbienne aux États-Unis, des femmes qui ont été victimes d'abus sexuels, de viols, d'inceste, et qui se réunissent et qui vont se faire apposer par exemple des piercings génitaux ou bien qui vont vivre des brandings, donc des brûlures, voilà. Mais pour reprendre possession, là, le terme se réapproprier son corps est vraiment très fort en l'occurrence, parce qu'effectivement, elles changent de peau, elles font peau neuve, etc. Et puis en plus, il y a vraiment un rite à la fois intime et un rite qui est quand même commun, dans la mesure où il y a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de personnes autour. Et au terme de ces scarifications, de ces burnings, eh bien, elles ont le sentiment d'accéder enfin à une renaissance, sont des manières de se remettre au monde, de se remettre symboliquement au monde. Et ce qui compte de toute façon dans la vie de chacun de nous, c'est les significations qu'on met évidemment aux événements. Les événements, je dirais, sont secondaires au regard des significations qu'on leur prête. Tout à fait. Moi, dans mon expérience de chirurgien plasticien, j'ai eu plusieurs demandes de femmes qui demandaient une intervention pour enlever le plus de peau qui avait été souillée par des contacts violents, violeurs, etc. et essayer de se reconstituer un nouveau corps organiquement. Le temps, malheureusement, s'écoule et je dois arrêter là notre entretien. C'était un véritable plaisir, David, que je vais prolonger par la lecture de votre livre et je vous appellerai pour peut-être en parler plus avant. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup d'avoir été. Merci de nous avoir écoutés.